tous. Donc, moi, je suis ravie d'être ici pour la deuxième année à Rieda. J'ai eu le plaisir d'être invitée l'année dernière sur une conférence et workshop à Tunis, où ça a été une très, très belle expérience et une très belle rencontre avec toutes les personnalités qu'on a vues, des étudiants, des entrepreneurs, des porteurs de projets. Donc, pour cette deuxième année, j'ai été conviée à participer sur la thématique, une thématique autour de la résilience avec l'intitulé « Rebondir en période de crise ». Donc, rebondir en période de crise, on s'est posé plein de questions. Moi, je me suis posé pas mal de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, le fait de rebondir, pourquoi rebondir? Et la crise. La crise, qu'est-ce que veut dire une crise? Pourquoi parler de crise? Est-ce qu'il faut rebondir seulement en période de crise? Voilà, je me suis posé pas mal de questions. Que se passe-t-il généralement quand on est face à une crise, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel? Est-ce que la crise ne concerne que la Covid aujourd'hui? Est-ce qu'on ne rencontre pas des crises dans sa vie, tout au long de sa vie? Voilà, donc l'idée de cette thématique, c'était de répondre à toutes ces questions-là et de se dire finalement en quoi ça fait sens. Donc, pour ce faire aujourd'hui, moi, j'ai voulu un petit peu innover pour éviter d'avoir une prestation, je dirais, un peu classique avec un PowerPoint et avec une présentation un peu standard. Moi, j'ai voulu inviter aujourd'hui mon associé, qui est Laurent Terrasse, que je vais vous présenter. Pourquoi je l'ai invité? Déjà parce qu'il est venu me voir sur Bordeaux et on a une session de travail cet après-midi. Mais surtout, quand je lui ai parlé de cette thématique, donc je vous présente Laurent Terrasse qui va se présenter en quelques mots aussi. C'est une thématique qu'il maîtrise très bien, qu'il connaît très bien et qui est complémentaire avec mon expérience à moi et mon vécu. Parce que moi, rebondir en période de crise, c'est quelque chose, c'est une thématique qui fait écho, je dirais d'abord à ma vie personnelle. Et puis, dans une deuxième partie, ça fait écho chez Laurent aussi, plutôt sur le plan professionnel. Donc, du coup, j'ai invité Laurent et je lui ai dit, écoute, face à nos amis tunisiens, à nos amis africains et autres, parce qu'on sait que chez Ried, il y a un public qui est très, très varié, qui est large et varié, l'idée, c'était qu'on puisse peut-être discuter de cette thématique-là ensemble pour réussir à faire un partage d'expérience avec nos spectateurs. Donc, j'espère que vous serez nombreux à interagir, à partager vos anecdotes, vos propres expériences aussi. Et l'idée aussi, c'est qu'on puisse terminer cette session de maximum 1 heure avec des petits conseils, peut-être des astuces. En tout cas, partager avec vous ce qu'on a pu faire, nous, dans nos expériences, ce qu'on a pu mettre en place aussi en tant que coach, en tant que consultant, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on continue à mettre en place pour la Covid, mais pas seulement. Pas seulement, parce que la Covid, ça a été un catalyseur. La Covid, pourquoi ça nous parle et pourquoi on parle aujourd'hui beaucoup de crise? C'est parce que c'est une crise qui est mondiale, c'est une problématique qui touche le monde entier. Voilà pourquoi ça fait émerger chez nous énormément de sentiments, énormément d'émotions différentes, énormément d'inquiétudes et autres. Mais finalement, la crise, rebondira après la crise et la crise ou les crises, on les a rencontrées et on les rencontrera tout au long de notre vie. Donc, une des premières questions, avant de poser la question, du coup, je te laisse te présenter, Laurent. Donc, moi, notre intermédiaire nous a présenté. Moi, je suis donc Monia Gomez. Je suis présidente de Horus Global Development, qui est une société de consulting, de gestion et conseil en entreprise, où nous développons avec Laurent sur l'Europe et sur l'Afrique. Et je suis fondatrice de Go Stratégie, qui est une société spécialisée dans le coaching et la formation. Et toujours avec Laurent, puisque nous sommes associés sur plusieurs sociétés, et nous avons créé une troisième société qui est Au-delà des langues, où nous développons au-delà des langues, principalement sur le sujet de la formation. Laurent, je te laisse en quelques mots t'introduire. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Terrasse. Je suis effectivement l'associé de Monia sur plusieurs sociétés, notamment sur Horus Global Development que l'on a cofondé pour, comme disait Monia, accompagner les entreprises. Et j'ai une spécialité notamment sur l'Afrique et l'Europe de l'Est. Ensuite, je gère aussi le centre de formation Au-delà des langues, tout ce qui va être la formation à proprement dit, notamment sur tout ce qui va être formation en langue et tout ce qui va concerner les formations générales pour les chefs d'entreprise. Ça va partir de la comptabilité gestion jusqu'au commerce, au management, la communication digitale.
Voilà. Super, mais merci Laurent. Donc, on va démarrer ensemble à se poser une question. Déjà, la question qu'on se pose d'abord, c'est que se passe-t-il en période de crise? Quand on est face à une crise, face à une problématique, comment peut-on réagir? Quels sont les différents comportements que l'on peut avoir? Quelle est l'attitude que l'on peut avoir face à la crise? Donc, on s'est posé cette question avec Laurent en se disant, toi, comment tu réagis face à une crise? Voilà, comment ça peut se passer? Donc, qu'est-ce que tu m'as… Alors, généralement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a 3 types de comportements. Le tout premier, c'est le comportement que l'on remarque le plus, c'est le fait d'être figé, en fait, de prendre l'élément comme il vient. On parle de crise, mais ça peut être plein d'éléments perturbateurs lorsque vous avez une entreprise, même à titre personnel. C'est l'élément vous tombe dessus, parce que c'est souvent soudain. Les crises, on ne les prévoit pas, parce que si on les prévoyait, il n'y aurait pas de crise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la plupart des gens sont figés, ne bougent plus, sont tétanisés. Voilà. Effectivement. Donc, la première chose, effectivement, c'est un sentiment de peur. Quand la Covid est arrivée, aussi bien à titre personnel, on a tous eu peur d'être malade, on a tous eu peur d'être contaminés, on a peur pour nos familles, on a peur pour nos proches, on a peur également pour nos sociétés en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer finalement? Est-ce qu'on va continuer à vivre? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Tout un tas de questions, mais liées à cette émotion numéro 1, qui est cette émotion de peur. Et effectivement, la peur, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas identifiée, elle a tendance effectivement à nous figer. Et on l'a vu sur le premier confinement, par exemple, où on a partagé avec beaucoup de nos clients, beaucoup d'étudiants aussi, finalement tout type de cible. Il y a un élément qui est revenu très souvent, il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à ça, c'est la dépression. Parce qu'on a tendance, quand on est confronté à quelque chose qui nous tombe un peu comme ça, à ne pas savoir comment réagir. Donc, on réagit par la peur, qui est une première émotion. Et finalement, on aura tendance plutôt à s'enfermer, à déprimer même. À attendre, à être dans l'attentisme. C'est-à-dire que finalement, la peur fait qu'on ne peut plus bouger et on espère que ça passe vite, quoi, que c'était juste un mauvais rêve et que la vie reprend normalement son cours. Effectivement. Donc, on a du mal à se projeter. On a tendance plutôt à s'enfermer. Donc, ça, c'est la première réaction face à une crise, quelle qu'elle soit. C'est ce sentiment de peur. On a aussi, on retrouve parfois une deuxième autre réaction. Effectivement, elle est un peu plus rare, celle-là, mais c'est les décisions d'urgence. C'est-à-dire que on va faire, on voit ce qu'on disait plus jeune, c'est faire la mouche. On va dans tous les sens. En fait, on va partout et nulle part à la fois. C'est parce que les gens vont réagir de manière dans l'urgence et ils veulent régler le problème tout de suite. Sauf que les problèmes ne se règlent pas tout de suite. Il y a une période de latence, une période d'analyse à faire. Et ça, c'est vraiment la deuxième réaction que l'on voit le plus souvent. Exactement. Un peu plus rare que la première, mais c'est la deuxième. Donc, c'est un petit peu finalement agir sans réfléchir. On agit, on est dans l'action et on ne prend pas toujours les bonnes décisions dans ce cas de figure-là, dans cette deuxième option. Et puis, on a aussi, et ça on l'a constaté durant cette période de crise que l'on a rencontrée, que l'on rencontre encore, une troisième chose. Voilà, alors cette troisième chose, c'est souvent les personnes les plus chevronnées et les plus maîtres d'elles-mêmes qui la montrent, c'est le temps de l'analyse. C'est-à-dire que les gens ne réagissent jamais à chaud. Ils ne réagissent pas de manière sanguine. Ils regardent, ils constatent et ils essayent d'analyser. On n'est plus à un jour près, 2 jours, à un mois près. On regarde et voilà. Donc ça, c'est le temps de la réflexion. Et ça, c'est le temps de la réflexion. Et c'est vers ça qu'on va tendre pendant notre discussion, en partageant cette expérience-là. Et on vous invite une fois de plus à nous dire peut-être dans quoi vous vous reconnaissez. Est-ce que vous êtes plutôt face à cette crise un peu mondiale? Est-ce que vous êtes plutôt, vous, dans la peur? Est-ce que vous êtes au contraire dans cette action d'urgence? Vous avez pris des décisions un petit peu hâtives sans trop réfléchir? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes posé pour réfléchir à la situation, pour identifier les problématiques. L'analyser. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment avoir se dire, OK, ça arrive, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et finalement, ces 3 axes-là que l'on voit, que l'on constate au quotidien, dans notre quotidien, nous, auprès de nos clients, moi, auprès de mes coachés également, c'est de prendre le temps.
Et pour faire un petit peu ce parallèle-là, puisque notre sujet, c'est comment rebondir, c'est rebondir en période de crise, c'est est-ce qu'on est capable, là on a vu comment on peut réagir face à la crise. Et puis la deuxième question, c'est est-on capable, nous, humains, êtres humains, peu importe l'âge que l'on a, à 12 ans, 10 ans, 50 ans, 80 ans, est-ce qu'on est en capacité à rebondir? Et qu'est-ce que ça signifie rebondir? C'est effectivement la définition de la résilience. La thématique de l'IED cette année, c'est vraiment la résilience. C'est rebondir, se reconstruire après un moment difficile. Rebondir, donc on conscientise ce que ça signifie, se reconstruire, donc on sous-entend que quelque part, ça nous a affectés, ça a pu nous détruire, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Oui. Et puis, c'est la capacité aussi, à un moment donné, à s'accrocher, à se dépasser et à ne pas baisser les bras. Mais comment faire? Comment faire? Ça paraît tellement facile quand on nous dit oui, mais il faut être positif, oui, il faut être optimiste, il faut voir le verre à moitié plein. Et, effectivement. Mais du coup, la question, c'est ça, c'est comment je peux réussir à faire ça? Et est-on capable de le faire? Et c'est là où notre partage d'expérience et notre vécu nous apporte énormément. Alors, je vais partager avec vous, moi personnellement, parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit, c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui aussi de s'accrocher, de continuer à s'accrocher. Ça ne veut pas dire que tout est facile, ça veut juste dire que c'est possible. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que si ça a été possible pour moi ou ça a été possible pour Laurent, qui va aussi partager son expérience professionnelle, c'est que c'est tout à fait réalisable. Moi, dans mon cas de figure, quand on m'a proposé, quand on a discuté la thématique, je me suis dit effectivement rebondir en période de crise. J'ai l'impression que dans le monde professionnel, il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions et on va les voir ensemble. Mais sur le plan personnel, quand ça vous concerne personnellement, on l'a vu avec la Covid. Avec la Covid, quand ça touche votre famille, moi j'ai été touchée, ça a touché des membres de ma famille. Et là, on se retrouve confronté à une réalité, ça vous touche à vous, ça ne touche pas le voisin, ça vous touche à vous directement dans votre propre chair. Et là, ça remet en question. Et soit effectivement, on agit dans l'urgence, on a ce sentiment de peur, et c'est extrêmement difficile face à ce sentiment de peur qui n'est pas toujours maîtrisé, de réagir posément et de rester positif. Surtout que dans le cas de la Covid, quand tu es confronté à ça, qu'est-ce que tu peux faire? Pas grand-chose. Tu peux rien faire. Et en fait, c'est ça. Et c'est là la difficulté. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à cette problématique où on a l'impression finalement d'être pieds et mains liés. Et ce partage-là et cette réflexion, moi, je l'ai eu et je le partage de temps en temps avec mes clients, avec mes coachés, avec vous, avec les personnes qui me connaissent, dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, où moi, je suis confrontée dans mon intimité à la maladie, puisque j'ai un proche, mon mari, qui a un cancer depuis quelques années. Et puis, quand ça nous est tombé dessus, pour nous, pour moi en tout cas, je l'ai considéré comme étant une crise que je n'avais pas choisie, que je n'attendais pas, que je n'avais pas prévu dans ma vie. Et là, vous êtes confronté à quelque chose qui vous tombe comme ça, là, de je ne sais où, et puis vous vous dites, j'en fais quoi de ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Effectivement, il y a la peur, il y a le sentiment de peur, il y a la tristesse qui arrive aussi, il y a la colère, il y a le déni, il y a toute cette courbe. Finalement, il y a le deuil aussi, le deuil dont on parle beaucoup avec la coach Hanan Bentili, la courbe du deuil, où se dire, finalement, je dois faire le deuil d'une vie que j'avais jusqu'alors parce que ma vie va être différente. Et face à ça, face à ce problème-là, la question que je me suis posée, c'est comment je vais être en capacité, moi, à rebondir face à ça? Est-ce que je vais avoir la capacité, est-ce que je vais avoir la force pour rebondir face à ça? Ou est-ce que ma vie, elle est finie? Est-ce que ma vie va s'arrêter là? Et finalement, je dois faire le deuil de toute cette vie que j'avais jusqu'alors. Et toutes ces questions-là, elles me sont passées par la tête. Et c'est vrai que depuis ma rencontre avec Hanen, c'est quelque chose que j'arrive aujourd'hui à verbaliser, alors que jusqu'alors, je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais du mal à admettre que c'était une réalité, que si je le verbalisais, ça devenait réalité. Et la deuxième interrogation que j'avais, c'est est-ce que j'allais être en capacité à rebondir? Est-ce que j'allais être capable de continuer à être heureuse? Est-ce que j'allais être capable de continuer à travailler, d'élever mon fils? Est-ce que j'allais être capable de mener ma vie comme j'avais envie de la mener? C'est toutes ces questions qui sont venues. Et ça, sur le plan personnel, effectivement, le terme résilience est arrivé. J'ai dû faire, j'allais dire identifier mes émotions, être en capacité aussi à travailler sur mon intelligence émotionnelle, ce qui n'est pas évident parce que j'ai compris par la suite que ça s'apprenait, que c'était un travail de tous les jours, c'était un travail de chaque instant.
Je ne vous dis pas que tout est rose, tout est toujours positif. Il y a des moments, c'est des montagnes russes, il y a des moments très sympas, des moments plus difficiles, mais je sais que j'ai été en capacité à le faire. Et c'est cette crise-là que j'ai vécue sur le plan personnel qui, aujourd'hui, me permet de faire face à cette crise mondiale, finalement, sur le plan professionnel. Donc ça a été mon expérience personnelle. Et Laurent va partager peut-être que tu as une réaction. Oui, sur ce que tu viens de dire, vous devez tous le constater autour de vous. Les gens pensent que du fait qu'il y ait un objet qui se casse, par exemple, vous cassez un vase ou un verre, on peut le remplacer de suite parce qu'on va au magasin, on va à Hanout et on retrouve ça. Le problème, c'est qu'on a oublié ce que c'était que le temps long. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se résolvent pas de suite. Une femme qui est enceinte, elle n'accouche pas de suite. Il faut attendre 9 mois. Lorsqu'on doit faire du pain, moi, mon père qui est agriculteur, il disait, Laurent, quelqu'un qui fait du pain, il y a d'abord un agriculteur qui a planté du blé. Le blé, il a mis 9 mois, 10 mois à pousser. Il y a un boulanger, un meunier qui a mou la farine et qui a fait du pain. Et les gens pensent que, comme une crise Covid, par exemple, il suffit d'un vaccin, il suffit d'un médicament et tout s'arrête. Non, il y a toute une inertie qui a été faite et il faut apprendre à vivre avec et se dire que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une lumière qu'on éteint. Et une crise, c'est ça. Une crise, ça commence net, mais ça met du temps à se terminer. Et puis, c'est l'acceptation aussi. C'est de se dire à un moment donné, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, j'ai tendance à dire quand je suis en coaching en Tunisie, avec mes étudiants porteurs de projets ou avec les startups, souvent, je leur dis à la râle, plutôt, arrêtez avec ça, arrêtez avec cette fatalité, parce que la fatalité, ou l'idée de la fatalité, souvent et parfois et souvent, nous empêche d'avancer. Donc, je leur dis, nous sommes responsables aussi, pas de ce qui nous arrive systématiquement, parce que moi, je n'ai pas choisi cette maladie. On n'a pas choisi la Covid, on n'a pas choisi. On subit. Mais on est en capacité aussi, à un moment donné, à se dire, OK, c'est une forme de fatalité, mais est-ce qu'on ne peut pas agir derrière? Est-ce que je ne suis pas maître, finalement, et responsable de ce qui va m'arriver à partir de ce moment-là? C'est l'anticipation. Et ce que l'on dit souvent lorsque l'on est en audit et lorsqu'on est en conseil, c'est beaucoup de crises. Alors, il y a la crise mondiale actuellement, mais il y a aussi des crises que les entreprises traversent au quotidien. Vous êtes en mesure d'anticiper une crise. Si vous partez de Tunis pour aller à Hammamet et que vous êtes sur la réserve, vous n'avez plus d'essence au milieu de l'autoroute, vous êtes en situation de crise, mais la réalité, c'est que vous l'avez cherché parce que vous n'avez pas anticipé. Et donc, tout ce que l'on va avoir dans les entreprises, et notamment dans certains de mes échecs, parce que pour rebondir, ce que j'ai eu moi-même, j'ai monté pas mal d'entreprises et beaucoup se sont fermés parce que je me suis trompé, j'étais trop léger, j'ai pas anticipé, j'étais pas du tout dans la maturité en fait pour faire ce type d'entreprise. Il y a beaucoup de choses sont liées au fait que vous n'avez pas anticipé des choses simples. Et je vous donne un exemple d'une entreprise auquel ça s'est très mal passé. C'était une entreprise d'import-export que j'avais montée pour vendre des produits traditionnels français du terroir, notamment des alcools, en Serbie. Puisque Serbie, c'est un pays que je connaissais très bien et j'ai fait pas mal d'affaires là-bas. Et j'y suis allé de manière totalement légère, très simple. J'avais mis beaucoup d'argent dans les produits que j'avais achetés pour faire une foire, mais j'y suis allé les mains dans les poches. La réalité de la douane m'a rattrapé. Je me suis fait saisir tous mes alcools, j'ai pris une amende, je suis retrouvé sans argent à Belgrade et pas possibilité de rentrer, quoi. Tu n'as pas anticipé? Non, une grosse erreur. Donc ça a été, ça c'est quelque chose, voilà, c'est un point aussi qu'on partage beaucoup sur l'anticipation. Et finalement, à travers nos expériences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles dans le cas de Laurent, et c'est vrai qu'on en discute beaucoup, et je fais intervenir Laurent justement dans les écoles ou universités où j'enseigne, pour qu'il puisse partager cette expérience quand on parle d'échecs, ce type d'échecs, entre guillemets, qui sont finalement des expériences qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent d'identifier, de cibler, de comprendre, de trouver des solutions, de comprendre le pourquoi de ces erreurs-là, et qui sont finalement une somme d'expériences, plus que des échecs, ce sont des expériences. Et tout ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui face à cette crise mondiale
mondiale et face à ces crises que l'on a connues et qu'on va encore connaître, parce que les crises ne s'arrêteront pas. Celle-ci, une fois de plus, c'est mondial, mais il y aura certainement beaucoup d'autres crises. Il y a 10 ans, c'était la crise économique avec la crise bancaire. Et pour terminer sur une société qui est encore existante, donc ATDL Formation, quand nous avons créé ATDL Formation, on est parti du constat simple, c'est comment faire pour qu'une société que l'on a fonctionne tout le temps, même en temps de crise. Donc, on faisait des formations en langue, on fait toujours des formations en langue. Eh bien, il y a des cours qui ont lieu en présentiel, mais il y a aussi des cours qu'on a développés à travers la visioconférence et à travailler avec des partenariats d'entreprise qui permettent de développer notre réseau, de fournir de la clientèle, on se renvoie des services, ce qui fait que concrètement, excepté le premier choc du premier confinement, on n'a pas été concerné comme les restaurants. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qui est intéressant, outre le premier conseil, si je voulais dire, dû à l'expérience, c'est d'anticiper. Le deuxième serait cette capacité à s'adapter. Voilà. Donc, s'adapter à la crise, ça ne signifie pas forcément qu'on doit attendre et attendre que ça se passe. C'est de se dire, OK, on identifie, on a compris. OK, ça se passe, c'est là. Donc, on n'a pas grand-chose à faire face à cette crise-là, si ce n'est réfléchir, donc analyser, se poser, prendre le temps de réfléchir et de se dire, OK, une fois que j'ai analysé, que j'ai pris le temps et que j'ai activé finalement les multiples possibles, le champ des possibles, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire derrière. Et c'est finalement ça, une des forces et un des conseils que l'on peut donner, c'est la capacité à s'adapter. Alors, bien sûr, s'adapter, et on le voit dans les exemples que l'on a face à nos clients aujourd'hui, où j'ai un exemple, j'allais dire bête, d'un de mes clients qui a un bar à tapas, un très grand complexe à proximité de bar à tapas, qui a été contraint de fermer son établissement recevant du public et qui aujourd'hui a un camion, comment on appelle ça, un camion ou un food truck. Un food truck. Et on a comme ça de multiples clients qui ont su, en étant accompagnés ou avec une véritable réflexion, qui ont su s'adapter, c'est-à-dire ouvrir, développer les services différents, s'adapter, surfer sur la crise, un peu comme sur la mer, c'est surfer sur la crise. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de multiples sociétés continuent à fonctionner ou se développent autrement avec une réflexion que l'on fait soi-même quand on est porteur de projet ou chef d'entreprise ou avec nos équipes. Donc, pour ce faire, effectivement, on a l'anticipation, on a l'adaptation. Et pour ça, je dirais qu'en troisième élément, et on en discute beaucoup sur le plan humain, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle dans la résilience, parce qu'effectivement, on est animé aussi par nos émotions, par cette peur, par cette colère, par cette tristesse, par la joie et l'euphorie parfois que l'on peut avoir. Nous, avec Laurent, on est plutôt complémentaires avec ce mélange d'émotions. Et c'est une force, c'est vraiment une force. Et je dirais qu'il y a un élément auquel on fait souvent allusion, c'est l'indulgence. C'est d'apprendre aussi à être indulgent envers soi-même et de se dire finalement que j'ai pu faire des erreurs ou pas, ou dans mes prises de décision, ou dans ma capacité ou pas à rebondir, parce que ce n'est pas évident, une fois de plus, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand on ne s'est pas posé, qu'on ne l'a pas conscientisé et réfléchi, eh bien, c'est de se dire que l'indulgence, c'est de se dire, OK, voilà, on a fait des erreurs, ou on va peut-être encore en faire, ce n'est pas si grave que ça, finalement. Ce n'est pas si grave que ça. On apprend, ce sont des expériences, et c'est ce qui doit nous mettre en capacité, c'est ce qui doit nous donner envie, finalement, de continuer sur le chemin. Et c'est là que l'on peut voir les outils. Et pour ça, j'ai un petit dicton que j'avais appris, c'était l'intelligence, c'est pas de refaire ses erreurs. La sagesse, c'est de ne pas refaire les erreurs des autres. Comme ça, on gagne pas mal de temps. Ça, c'est quelque chose qui est… Et justement, Laurent, on parle beaucoup, nous, d'indulgence, donc des émotions, d'accepter la situation pour nous permettre de la comprendre et d'avancer, parce que c'est finalement ça. Et souvent, on est confronté à des clients qui nous disent « Mais Monia, comment on fait, Laurent, comment on peut faire pour continuer à avancer ?» Quand on a cette crainte, là, cette épée de Damoclès et cette enclume, cette épée de Damoclès qui pèse sur nous au quotidien, comment on peut faire pour avancer finalement? Déjà, la peur, ça n'évite pas le danger. Comme on vous disait en introduction, la première réaction qu'ont avoir les gens, c'est la peur et qu'on va être figé. Donc le but, c'est de savoir se dominer et prendre vraiment le temps de l'analyse. Vous savez ce que l'on a fait
lorsqu'on nous a annoncé du jour au lendemain, hein, le premier confinement en France, vous savez ce que j'ai fait? Ben, j'ai rien fait. Je suis allé me coucher. Je vais me coucher. Une décision rapide, c'est une décision dangereuse. Donc, j'ai pris 2-3 jours. De toute façon, on n'est pas à 2-3 jours près. Il faut sortir de l'immédiateté du moment, sortir de là tout de suite. Il faut tout de suite prendre une décision. Non, on attend. On n'est pas à 2 jours, 3 jours. C'est comme quand on achète, je ne sais pas moi, des produits au souk. Ben non, on n'achète pas tout de suite, sinon on se fait avoir. Je le sais. Et voilà, donc on prend le temps. On prend le temps de la réflexion. On accepte. On accepte la situation de moment et on va se fixer des objectifs à court, alors immédiat, à court terme, moyen terme et long terme. Parce que la vie continue. Exactement. C'est aussi de se dire, et ça c'est après une question de mental, effectivement, la capacité à rebondir en période de crise, accepter l'acceptation. Il y a effectivement dans cette courbe, vous savez, dans cette courbe où on sent bien, finalement, on est conscient d'une chose, quand on en parle très souvent et quand on fait face à nos interlocuteurs, on sent bien qu'il y a des choses qui ont déjà changé, des choses qui sont en train de changer, qui vont continuer à changer. On sait pertinemment que nos vies ne vont plus être les mêmes. Mais comme quand on est confronté, comme je le disais, à une crise existentielle, à une crise personnelle, on sent, moi, ma vie n'est plus la même. Mais ça ne veut pas dire que ma vie est moins bien. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que ma vie aujourd'hui est différente, que j'ai pris un autre virage. Un virage, alors certes, que je n'attendais pas et que je n'ai pas choisi, mais qu'aujourd'hui, je suis en train d'accepter. C'est pour ça que je dis que tout n'est pas simple, que j'essaie d'accepter au mieux. Et en tout cas, que j'essaie de conscientiser, de me dire, bon, ben, puisque c'est comme ça et que je ne l'ai pas choisi, qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux comprendre face à ça? Est-ce que ça va me permettre de développer des compétences peut-être émotionnelles que je n'avais pas forcément parce que je continue à évoluer et qu'on continue à évoluer, mais la vie nous apprend ça aussi. Et pour revenir à ce que tu disais, un des éléments, un des conseils, un des petits trucs et astuces que l'on peut donner, qu'on vous donne aujourd'hui, qu'on vous partage, c'est ces objectifs. Et plus que les objectifs, c'est la vision. C'est d'avoir une vision claire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup quand on est en conférence, séminaire, workshop ou en coaching, et quand on accompagne nos entreprises à mieux se gérer ou à développer, à penser développement, c'est vraiment avoir une vision. Et la vision, c'est, j'allais dire, s'il y a bien un mot à retenir pour cette thématique de rebondir pendant la crise ou rebondir en période de crise, c'est ça. C'est que quand on a la vision, que l'on soit étudiant, jeune ou moins jeune, et ça concerne vraiment tout le monde, ça vous concerne tous véritablement, ça nous permet d'avoir des idées claires, ça nous permet de voir au loin, de voir l'horizon et de se dire, OK, j'ai un rêve qui est accessible parce que le rêve, il sera accessible et il est accessible. Et à partir de cette vision, je vais pouvoir, comme disait Laurent, déterminer nos objectifs. Déterminer ces objectifs avec les vagues. Vous savez, quand on est face à la mer, on regarde, on a la ligne d'horizon et puis on a les vagues qui arrivent au fur et à mesure. Et on se dit, bah, OK, ben, déjà, quand je vais surfer, si vous surfez, je ne sais pas si en Tunisie, on surfe beaucoup. Je ne sais pas, mais loin. Je crois que si, parce que j'ai vu une vidéo avec un surfeur d'ici qui surfe. Je ne sais pas où, mais il surfe. Bref, à Djerba, je crois qu'avec les vagues, on peut surfer. Mais lorsque les vagues arrivent, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais d'abord passer la première vague, et puis les vagues suivantes, pour ensuite voir au loin. Donc, effectivement, c'est avoir cette vision claire, c'est avoir ces objectifs à court, moyen et long terme, c'est de définir un plan d'action. C'est ce qu'on fait, nous, au quotidien avec nos sociétés actuelles. C'est que pour chaque société, pour penser développement, pour penser loin, pour penser réalisation, pour penser réussite, on doit penser plan d'action. Donc, on définit, que ce soit sur nos vies personnelles ou professionnelles, une fois de plus, un plan d'action, notre feuille de route. Plan d'action réaliste. Exactement. Bien sûr, et quand les gens partent dans tous les sens, donc ils sont quand même dans l'immédiateté, ils partent sur des objectifs qui sont très difficiles à réaliser, voire irréalisables. Il vaut mieux commencer par de petites victoires et ensuite prendre la confiance, se rassurer sur ça et avancer, que plutôt se fixer un gros objectif dès le départ que l'on n'atteindra jamais. Donc, on commence toujours. Moi, je dis souvent c'est quoi? C'est c'était quoi? C'est viser la lune et au pire, tu atteins les étoiles. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est voyez grand, commencez petit. Voilà, voilà, c'était plus ça. Voyez grand, commencez petit.
quand on commence petit, on atteint les objectifs, on crée une base solide sur le futur. Donc, on avance petit à petit avec des objectifs simples, ça nous rassure. On peut passer ensuite à des objectifs un peu plus compliqués. Si j'avais voulu, avec Monia, dès le départ, faire acheter, je ne sais pas moi, 8000 mètres carrés de bureau à Sidi-Bou ou ailleurs, on ne pouvait pas. Il faut être réalisable, même si on le veut. Voilà. On commence tranquillement dans des petits bureaux, puis les bureaux ils s'agrandissent au fur et à mesure. Et voilà, c'est des… Et pour pouvoir justement, je rebondis sur ce que tu dis, avec cette vision qui va nous permettre effectivement de pouvoir rebondir, cette vision qui va nous donner aussi du sens. C'est donner du sens à sa vie. C'est aussi, à un moment donné, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de rêve, si on n'a pas de vision, moi je trouve que c'est extrêmement difficile. Et ça, on le réalise quand on est salarié d'une entreprise, quand on a un projet quel qu'il soit. Si on n'a pas une croyance, une véritable croyance, vous savez, cette croyance, la foi, plus que la croyance, c'est vraiment la foi. La foi, c'est de croire que c'est possible. Croire que c'est possible, qu'est-ce que ça signifie? C'est croire en soi pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour pouvoir avoir cette vision suffisamment claire. Effectivement, il y a la croyance en soi. Et ça, c'est une question qui revient beaucoup, qui revient souvent au quotidien. Mais comment je fais? Comment je fais pour croire en moi? Comment je fais pour avoir cette croyance en mon projet? Comment je fais pour être motivé? Parce que la motivation entre également dans cette sphère-là. Comment fait-on pour croire en soi? Comment fait-on? Eh ben, tu vois, moi, je penserais un des éléments qui m'a permis de bien avancer, c'est de m'être entouré des bonnes personnes. L'erreur que l'on fait tous, c'est de croire qu'on est capable de tout faire. Et oui, vous allez pouvoir tout faire à un petit niveau. Plus vous allez évoluer, plus vous allez grandir, plus ce sera difficile. Donc, il va falloir accepter de faire confiance aux autres, mais pas à tout le monde. Hein, c'est faire preuve de légèreté que de faire confiance au premier venu. Et donc, c'est travailler dans son entourage, avec ses amis, des relations professionnelles qu'on a pu développer, et de voir si c'est possible d'aller plus loin. Et c'est notre cas. Et c'est notre cas. Effectivement, avec Laurent, la rencontre, et c'est ce qui nous a permis aussi pendant cette crise, pendant la crise dans laquelle on est encore aujourd'hui, on développe. C'est vrai qu'on a cette chance-là de se dire, on développe parce qu'on est aussi à deux et qu'on a une équipe qui est extraordinaire à côté de nous et qui nous accompagne. Mais c'est cette croyance de dire qu'ensemble, on est plus fort. Et pourtant, on a l'erreur qu'on fait parfois, c'est de vouloir s'entourer pour pouvoir passer cette crise, de vouloir s'entourer uniquement de personnes qui nous ressemblent. Avec Laurent, ce n'est pas du tout le cas. On ne se ressemble pas. Alors déjà physiquement, forcément. Voilà, je suis beaucoup plus belle que Laurent, mais on ne se ressemble pas. On n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas le même caractère. En revanche, il y a un élément sur lequel on se rejoint, et c'est ce qui fait qu'on s'est associés depuis quelque temps déjà, ce sont les valeurs. On a parlé de nos valeurs, on les a partagées et on a ce point commun où on croit à des valeurs communes. On croit à des choses qui nous rassemblent plutôt que des choses qui nous séparent. Et puis, on a cette complémentarité. On a cette complémentarité aussi bien en termes de compétences qu'on développe et sur lesquelles on travaille, aussi bien sur les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est toutes ces compétences aussi émotionnelles et humaines, où on va être également complémentaires. Où moi, je serai dans l'euphorie, peut-être Laurent sera parfois plus posé, ou parfois c'est l'inverse. Et puis je vais être triste, et puis il va être là pour m'expliquer que cette tristesse-là, il faut l'accepter. Elle est ici, donc il faut prendre le temps de la vivre, et ça ne nous empêchera pas de continuer à avancer et continuer à développer. Si on s'associe avec soi-même, c'est l'échec assuré. Ce qui permet vraiment c'est le mot que tu as dit qui est vraiment juste, c'est la complémentarité. Vous allez penser à quelque chose et votre associé va penser à quelque chose d'autre auquel vous n'aurez jamais pensé. Ou il va vous montrer des éléments positifs et négatifs dans votre raisonnement. Donc, c'est ça qui fait que l'on avance. Que l'on avance, hein, exactement. Et c'est une véritable force. Et ça, là aussi, je reviens un peu sur le partage d'expériences personnelles parce que j'estime que notre vie personnelle est une force et on peut s'enrichir de cette part-là qui nous définit et qui définit qui nous sommes en partie aussi dans le développement de nos activités professionnelles. Quand on est porteur de projet aussi, servez-vous de votre vie personnelle, servez-vous de cela et transformez-le ou essayez de le conscientiser en tant que force. Et tu vois aussi, sur l'une des réussites qu'on a eues, je peux le dire sans souci à nos auditeurs, c'est
quand on a monté une société, les gens qui m'ont conseillé, c'était des gens qui avaient de l'expérience. C'était des gens qui avaient 60, 70 ans, donc qui avaient déjà du gros vécu au niveau entrepreneurial et qui n'étaient pas du tout concernés par mon entreprise. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement dehors. Il y en a qui vendaient des meubles, d'autres ils faisaient des maisons, et nous on faisait de la formation, donc rien à voir. Mais le fil conducteur dans leur état d'esprit, c'était toujours le même. C'est seul tu vas plus vite, à deux tu vas plus loin. C'est la complémentarité. Tu ne peux pas tout faire toi-même. C'est à un moment, il faut que tu arrives à déléguer. Savoir déléguer, ça va permettre de libérer l'esprit et de ne pas être dans l'immédiateté du moment. Plus on va prendre des décisions rapides, plus on va être stressé, moins on sera efficient, moins on sera bon dans la manière de travailler. Voilà, je pense que c'est vraiment le… Ouais. Ça, c'est un élément effectivement qui pour nous est très très important et qui donne sens aussi avec cette capacité à, voilà, quand on parle de rebondir, quand on parle de se reconstruire en moment de crise, finalement lors d'un moment difficile, c'est aussi conserver, outre, on l'a bien compris, être indulgent vis-à-vis de soi-même, outre le fait d'accepter la situation, de la comprendre et d'essayer d'en retirer le meilleur, en l'occurrence, outre le fait d'avoir cette vision suffisamment clairement énoncée, une vision qui est posée, une vision qui est réfléchie, une vision que l'on se répète peut-être même de façon quotidienne. Et c'est ce qui fait sens aussi avec un élément dont on a parlé avec Laurent et qui doit être un moteur, qui en tout cas, nous, est notre moteur. Et on s'y attarde vraiment au quotidien, c'est la motivation. Parce que la motivation, c'est un élément qui va nous aider et qui nous aide actuellement à penser autrement, qui nous aide aussi à garder cette vision intacte, cette envie, puisque la vision même, c'est l'envie de croire que demain sera meilleur. Et pourquoi fait-on ce que l'on fait maintenant? Ouais. Et ça, c'est donner du sens. Pourquoi? Donc, la motivation, donner du sens à ce que l'on fait, c'est se reconnecter finalement à l'essence même, au pourquoi, le fameux pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Et si on devait résumer finalement notre intervention, ce serait vraiment celle-ci. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de nous regarder? Pourquoi aujourd'hui vous avez envie de monter un projet? Pourquoi aujourd'hui vous vous levez le matin pour aller travailler? Pourquoi vous avez envie de vous marier ou pas d'ailleurs, ou de créer une famille? Pourquoi, malgré la crise, on s'accroche? Pourquoi on devrait s'accrocher? Alors qu'on pourrait effectivement rester enfermé dans notre chambre, dans notre maison, puis attendre que ça passe. Et si ça ne passait pas finalement? Et si ça continuait? Et surtout, il faut savoir, je pense que c'est un élément que j'ai vu c'est une information que j'ai entendue à la radio en venant rencontrer Monia, c'est qu'il n'y a jamais eu cette année autant de dividendes distribués dans les grandes sociétés. Une des premières sociétés, c'était Total, qui a distribué plus de 15 milliards de dividendes. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la crise pour les uns, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Et est-ce que ça pourrait être une opportunité pour vous, cette crise? Ouais, c'est ça en fait. La capacité à rebondir, c'est cette motivation constante, mais la motivation, elle est dans la réflexion aussi, à se dire, et attends, et si cette crise, comme tu dis Laurent, si cette crise était une opportunité? Crise, opportunité, deux mots qui a priori ne sont pas de la même famille. Et pourtant, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ça pourrait être une opportunité? Et la réponse, elle est parfois et souvent oui. On s'en rend compte. Nous, on le vit au quotidien. C'est une opportunité parce qu'on continue à travailler, à développer, à se réinventer aussi parce qu'on ne travaille plus de la même façon. Et c'est une opportunité pour beaucoup d'entre vous aussi. Et je suis persuadée, vous avez certainement des anecdotes, tous ceux qui nous regardez, vous avez certainement des expériences, des anecdotes que vous avez vécues, que vous avez dans votre entourage, de personnes qui ont su se réinventer alors qu'ils étaient ou ils sont confrontés aujourd'hui à cette crise. excepté en France, les restaurateurs et les gérants de discothèques, je connais personne qui m'a dit que l'année 2020 était une mauvaise année. Ouais. Je connais, tout le monde a augmenté son chiffre d'affaires. Et ça, c'est un exemple qui vient corroborer ce qu'on est en train de dire, c'est qui vraiment vient c'est ça. nous confronter dans à l'idée notre niveau, hein. Pas au niveau des grands groupes internationaux, mais ça. même à notre niveau, des marchands de meubles, des entreprises qui faisaient du service à la personne, les entreprises qui faisaient, comment ça s'appelle, l'électroménager, Oui. le tourisme, même le tourisme, dans des régions
qu'on pourrait croire dévastée. Pas du tout. Oui, beaucoup de personnes ont eu cette capacité à se réinventer. À se réinventer parce qu'ils ont accueilli, ils ont accepté la crise comme elle est arrivée. Ils ne l'ont peut-être pas comprise parce qu'on n'est pas dans l'obligation de comprendre les choses systématiquement pour avancer. Et c'est là la bonne nouvelle. C'est que quelque chose peut se passer dans notre vie. Donc cette crise ou une multiple crise, une quelconque crise peut arriver. Et on n'est pas dans l'obligation de la comprendre. On n'est pas dans l'obligation parce que finalement, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'a pas tous les éléments en notre possession pour comprendre. Et malgré cela, on peut avancer, on peut quand même continuer, on peut même réussir. Et c'est quand même ça le côté super positif. C'est qu'on est en capacité aujourd'hui à réussir et se réinventer. Et ça, ce terme-là, c'est presque un mot qui est super plaisant. C'est de se dire que c'est possible. Et pour réussir à faire tout ça, parce que si on reprend un petit peu là les conseils qu'on a pu donner aujourd'hui ou dans notre discussion, où effectivement l'idée c'est d'être indulgent, on l'a répété, c'est d'identifier nos émotions, c'est d'identifier ce qui est en train de se passer et d'en faire une force de ces émotions-là, de cette colère dont je vous parlais au départ, de cette tristesse, de cette joie, de cette peur qui est là. Nous, on a peur au quotidien, mais ce n'est pas parce que j'ai peur que je ne fais pas les choses. J'ai peur, ok, qu'est-ce que cette peur peut me permettre de faire? Comment je peux transformer? Comment peut-on transformer ces peurs en force? Comment peut-on réussir à faire ça? Et ça, c'est quelque chose que l'on apprend, qui s'apprend. Ce sont des éléments et des choses qui s'apprennent au quotidien. C'est de chercher et comprendre effectivement les éventuelles causes. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est, de la comprendre, de l'accepter et d'avancer. Donc d'avoir cette dose d'optimisme aussi, de réalisme, mais d'optimisme toujours. C'est d'avoir cette vision, Laurent, cette vision, ces objectifs suffisamment clairs, des objectifs SMART, et vous le savez tous, qui sont réalisables, qui sont mesurables, des objectifs par étapes, avec une roadmap, avec une feuille de route. C'est de savoir s'entourer. Exactement. Savoir s'entourer, pouvoir compter sur des personnes qui nous entourent, dans nos amis, notre famille, notre entourage professionnel, ça peut être nos voisins, ça peut être nos étudiants. Parfois, il suffit d'un mot, il suffit d'un mot, d'une phrase pour nous faire basculer dans le déclic. Parfois, il suffit d'un seul mot pour qu'on ait ce déclic-là. Et ce déclic peut arriver de tout le monde, finalement. Et la solution, on l'a en nous. Vous l'avez en vous. C'est croire en soi. Croire que mon pourquoi est suffisamment puissant pour me permettre de continuer à avancer. En fait, c'est ça. C'est de croire en soi suffisamment, de savoir que j'ai la capacité. J'ai la capacité à rebondir, j'ai la capacité à avancer. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, que c'est toujours simple. Ça veut juste dire que c'est possible. C'est ça. C'est de croire en soi, que tout est possible. Exactement. Et que c'est possible. C'est la capacité, on l'a dit tout à l'heure, à anticiper. Anticiper. Hein. Laurent vous disait, vous ne ferez pas Tunis à Mamet si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture. Vous allez anticiper, vous allez prévoir l'essence, vous allez prévoir de faire votre vidange peut-être de la voiture, vous allez prévoir de gonfler vos pneus avant de prendre la route. Et prendre de l'argent, parce que si on y va sans argent, on ne peut pas. On ne fait rien. On fait l'erreur. Voilà. Et puis, il y a un élément aussi que l'on aime bien avec Laurent, qui nous anime un petit peu, parce que face à cette crise, pouvoir rebondir, pouvoir se réinventer, on a dit, pouvoir accepter, se dépasser, on ne pourrait pas le faire, Laurent, si on n'avait pas quel élément, si on n'était pas en capacité finalement à… La prise de risque. Oui, bien sûr. La prise de risque. Alors, ça veut dire quoi, prendre des risques? Prendre des risques pour pouvoir rebondir face à la crise. Alors, prendre des risques, déjà, ça ne veut pas dire se mettre en danger. Ok. Ça, c'est… on va en rester là. Et prendre des risques, c'est dire qu'on va accepter de faire des investissements en temps, en argent, en matériel, pour pouvoir avoir un retour rapide dessus, du bénéfice. Ça peut être prendre le risque de s'associer avec quelqu'un que finalement, on ne connaît que professionnellement. Et quelquefois, prendre le risque de travailler avec tel partenaire qui est peut-être très jeune, qui est peut-être pas en très bonne santé financière au niveau d'une société, mais cette prise de risque, s'il n'y a pas de prise de risque, on ne gagne pas. Quand il y a du risque, c'est là où on gagne le plus, mais on perd. Donc tu disais des risques mesurés. Des risques mesurés, c'est exactement ça. Et puis, qu'est-ce que ça nous apporte, cette notion de risque aussi? C'est ça qui vous rend vivant. Parce que sinon, si on ne prend pas de risque, il y a une solution qui est très simple.
on va postuler un emploi dans la fonction publique, c'est-à-dire en tant que fonctionnaire. Attention, on a peut-être des fonctionnaires oui, qui nous regardent. Peut-être, mais oui, mais en France, par exemple, les gens qui rentrent dans la fonction publique, c'est-à-dire que dans les mairies, comme ça, ils savent exactement ce qu'ils vont gagner du jour où ils rentrent jusqu'à leur retraite. Alors, ils vont avoir peut-être à la fin de leur carrière 150 € de plus qu'au début de leur carrière. Mais aucun risque. Ils auront toujours eu le même argent, toujours la même place, toujours le même travail. Et puis, ça peut correspondre à ces personnes-là. Et ça correspond à ces personnes-là. C'est aussi ça, c'est que se connaître soi-même, et c'est sur ça qu'on finira, c'est que prendre des risques, effectivement, on peut avoir envie de le faire. Nous, ça nous anime parce qu'on aime cette adrénaline, on aime quand on a ce stress un petit peu. Vous savez, ce stress positif qui vous permet finalement de vous dire, ah là, j'ai un peu peur, mais j'ai quand même envie d'y aller. Et ça, on l'a fait dans notre quotidien, on l'a fait pour ceux qui nous connaissent et qui me connaissent aussi. On a pris des risques, récemment. Alors, sans parler trop d'affaires, oui, si tu me permets, bien sûr. Mais je parle souvent d'amour. Quand on va voir la fille ou un garçon qu'on aime, si on ne dit pas à un moment qu'on l'aime ou qu'il nous intéresse, on a pris un risque, le risque de se prendre un râteau, de dire voilà, tu ne m'intéresses pas. Mais le moment où essayez de vous souvenir quand vous étiez plus jeune, que vous alliez voir la personne que vous aimiez en secret et aller lui dire ce petit trac qu'il y a dans le ventre, etc. On prend le râteau, on est triste, on passe au suivant. Mais on a un accord, on a un oui. C'est ça. Quel plaisir. C'est que le résultat, finalement, on dit souvent que le jeu en vaut la chandelle. Ouais. C'est de se dire, dans ce risque que je vais prendre face à cette crise, face à cette problématique, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, ça peut valoir le coup? Alors, on saura qu'à la fin. Mais finalement, comme c'est un risque qui est mesuré, c'est quelque chose qui est totalement envisageable, qui est totalement envisageable à condition, une fois de plus, qu'il soit mesuré. Ouais. Et là aussi, pour parler des personnalités, ça n'est pas propre à toutes les personnalités. C'est de là qu'il est important aussi de continuer, et ça, ce sera peut-être notre dernier conseil, de continuer à faire un travail sur soi. Faire ce travail sur soi, que l'on soit chef d'entreprise, entrepreneur, que l'on soit porteur de projet, que l'on soit étudiant, que l'on soit lycéen, que l'on soit salarié ou autre, c'est de continuer, justement, pendant cette crise-là que l'on rencontre actuellement, de continuer à évoluer, de continuer à se remettre en question. Se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans le tort ou dans le mal. Se remettre en question, c'est juste à un moment donné de se poser, de faire un bilan, d'analyser et de se dire, tiens, j'ai peut-être une force ou des forces, si je peux déculper cette force-là, si je peux travailler sur ça. Et puis, j'ai peut-être ce que les coachs appellent parfois des axes d'amélioration, ce qu'on appelle, nous, des faiblesses, de vraies faiblesses. Et là, il y a le choix sur ces faiblesses-là. Je peux commencer à travailler sur ces faiblesses et les transformer en force, mais je peux aussi conscientiser ma faiblesse et me dire, c'est ma faiblesse, je n'ai pas envie de bosser dessus. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de bosser sur toutes mes faiblesses. C'est un choix. Mais on les connaît. Mais je les connais, je les ai identifiées. Ouais. Et je vais plutôt me concentrer sur mes forces. Parce que sur mes points forts qui vont être complémentaires à ceux de Laurent, c'est ce qui va me permettre peut-être aussi et nous permettre d'être excellents dans notre domaine. C'est ce qui va nous permettre justement de nous aider à rebondir. Parce que finalement, rebondir en période de crise, ça signifie quoi si on le prend sur le point de vue professionnel? Au final, ça veut dire, chouette, finalement, j'ai été en capacité. Chouette. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que tu avais fait des efforts sur tes points faibles. Merci, Laurent. donc voilà, donc finalement, l'idée, elle est là. Elle est de se dire, se connaître soi-même, c'est de savoir qui je suis, savoir quels sont mes points forts, savoir mes faiblesses, savoir mes défauts, et peu importe. Je peux travailler dessus ou pas, c'est un véritable choix. Mais c'est de savoir ce en quoi je suis. Quelles sont mes capacités? En fait, c'est ça. C'est quelles sont mes capacités? Quelles sont mes envies? Quel est mon pourquoi? Est-ce que mon pourquoi est suffisamment fort pour me permettre d'avancer? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Oui, Laurent. je pense. Alors, la résilience. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.